1, 2, 1, 2, test. Ouais, vaut mieux que je parle comme ça. Mes crampes, ça me déconcentre. Aujourd'hui, on est jeudi. Il est 9h du matin. Et puisque l'ironie de la vie se répète, comme les menstruations, on est 1 mois après le début du premier épisode et mes menstruations ont recommencé. On est en janvier. Pendant le temps des fêtes, j'ai un petit peu relâché un peu mes habitudes alimentaires et mes restrictions qui me permettent en fait d'affronter la douleur et de la régler. Et malheureusement, je paye la facture de ce que j'ai pas respecté. Il est tôt le matin, mes douleurs ont commencé pendant la nuit. Je suis dans mon bureau avec une bouillotte sur le ventre. C'est une crise assez intense qui m'oblige à rester malheureusement à la maison. Je fais partie des rares privilégiés qui peuvent se permettre de rester à la maison parce que j'ai pas de supérieur qui m'obligerait à me déplacer. J'ai pris des antidouleurs évidemment, mais vous entendrez au ton de ma voix, c'est une journée plus douce, plus à l'écoute. Et je pense que c'est correct aussi comme ça. Salut, je m'appelle Lia Ferranti et je suis atteinte d'endométriose. Si je produis ce balado, c'est pour qu'on comprenne ce que ça veut dire de vivre avec cette maladie qui touche une femme sur 10. L'endométriose, ça s'infiltre dans toutes les sphères de nos vies et c'est pour ça qu'il faut en parler. Dans les épisodes précédents, on a parlé un peu de la maladie elle-même, de la douleur, des symptômes, des traitements actuels, mais aussi du manque de ressources dans la recherche. Dans cet épisode-ci, on voulait explorer un autre angle, celui de la prise en charge par le système de santé et de ce qu'on pourrait améliorer là-dedans. Parce que derrière chaque retard de diagnostic, derrière chaque traitement qui tarde, il y a aussi un système de santé qui n'est pas encore adapté aux réalités de l'endométriose. Dans mon entourage, j'ai la chance d'avoir des amis proches qui vivent aussi avec la maladie et avec qui on peut librement parler de ce qu'on vit sans avoir peur d'être jugé. Comme avec mon amie Charlène. Et comment ça se passe avec ta médecin quand tu lui parles de ces douleurs ? C'est ça, la dernière fois j'y suis allée, puis je lui dis quand même j'ai vraiment mal là, ça fait des semaines où je fais des crises, j'ai très mal au ventre. Elle me dit oh, on est en train de faire les tests, c'est limite si je l'embêtais, tu sais, quand je disais que j'avais mal. Pendant ce temps, moi ça fait 6 mois que j'attends pour avoir le deuxième IRM, et je fais quoi en fait, tu vois ? C'est moi de mon côté, ou en te posant toi des questions, de savoir qu'est-ce que je peux faire. Ma peur aussi, c'est est-ce que la gynécologue va me prendre au sérieux ? Est-ce que quand je vais lui dire ce que j'ai, elle va, c'est ça, me prendre au sérieux, ou juste dire oh c'est normal, c'est rien. Est-ce que tu dis ça parce que c'est basé sur une expérience déjà vécue ? Ouais. Et c'était un médecin. Un jour, il m'a dit oh mais à ton âge, on n'a pas de problème. Je suis sortie de là, je pleurais. J'ai appelé ma mère. J'étais genre mais personne me croit, j'ai vraiment trop mal. Quand je parle avec d'autres femmes atteintes d'endométriose, je me reconnais tellement dans ce qu'elles racontent. Les rendez-vous expédiés en quelques minutes, les consultations où on ressort avec plus de questions que de réponses. Moi aussi, j'ai souvent eu ce sentiment-là. Comme si, face à ma douleur, le personnel soignant, il savait pas trop quoi faire ni quoi dire. Comme si on était toutes un peu laissées seules avec quelque chose de difficile à nommer. Et en même temps, je comprends que le système de santé, tel qu'il est structuré, il n'est pas pensé pour prendre le temps nécessaire à une maladie aussi complexe, aussi invisible que l'endométriose. La doctorante en psychologie clinique spécialisée dans la douleur chronique, Catherine Côté, explique pourquoi. Je pense que c'est vraiment de former les professionnels de la santé à l'écoute puis à l'empathie. Sauf que ça, c'est vraiment comme... C'est pas nécessairement une panacée parce que, on le voit, là, les professionnels de la santé sont beaucoup rémunérés à l'acte. Là, c'est en train de changer. Là, il y a comme beaucoup de discussions en lien avec ça, avec Santé Québec et tout. Mais la rémunération à l'acte fait en sorte que les professionnels de la santé, ce qui est payant, c'est de faire du volume. Puis, ça fait en sorte que si tu décides de passer 1 heure avec ton patient parce que tu vois que ton patient en a vraiment besoin puis que tu as besoin de bien comprendre, bien saisir la situation, je veux dire, tu le fais, mais un peu à tes frais, là, si on veut. Donc, il y a comme une considération dans notre système de santé que toutes les conditions, finalement, s'équivalent puis qu'une consultation médicale, ça devrait durer 15 minutes. Mais c'est pas nécessairement le cas pour tout. Ce que Catherine décrit, c'est une réalité que beaucoup de patientes connaissent trop bien. On se retrouve dans un système qui est pensé pour traiter vite, traiter beaucoup, mais pas forcément se confronter à la complexité d'une maladie comme l'endométriose. Parce que 15 minutes,
C'est pas assez pour comprendre une maladie chronique, ni pour explorer toutes les facettes d'une maladie qui touche le corps, mais aussi la santé mentale, la fertilité et la qualité de vie. Et pour vous donner une idée de jusqu'où le biais de genre peut aller, une étude publiée par le Journal canadien de chirurgie en juillet 2023 révélait que dans 8 des 10 provinces et territoires étudiés, les chirurgiens sont rémunérés 26,7% de moins pour les interventions pratiquées sur des femmes que pour les interventions similaires pratiquées sur des hommes. Puis en même temps, c'est super complexe parce que, tu sais, on a des ressources qui sont limitées socialement. Le système de santé est majoritairement public au Québec. Fait que comment est-ce qu'on distribue les ressources de sorte à que les gens aient les soins adéquats puis appropriés? C'est pas nécessairement une question qui est simple, mais moi, je pense que la formation est pas suffisante pour les professionnels de la santé parce que les professionnels de la santé sont pris dans un cadre qui les limite énormément. Donc ça, c'est compliqué. Puis c'est l'idée aussi qu'il y a tellement de demandes en santé qu'il faut comme faire des choix, puis il y a certaines choses qu'on peut adresser, puis certaines choses qu'on peut pas adresser. Aller vite et traiter en volume, c'est peut-être efficace sur le papier, mais à long terme, ça finit par coûter plus cher à tout le monde. Parce qu'une maladie chronique qui est mal prise en charge, c'est plus de visites, plus d'absences, plus de médicaments et au final plus de souffrance. En fait, c'est un cercle vicieux qui use autant les patientes que le système lui-même. Et si on veut briser ce cercle, il faut repenser en profondeur notre façon d'organiser les soins. Pour le moment, ce sont des associations citoyennes qui sont souvent créées et animées par des femmes malades elles-mêmes qui militent et éduquent le personnel soignant sur les enjeux de leur maladie. Comme si la santé, c'était un enjeu qu'on pouvait déléguer au militantisme bénévole plutôt que d'être considéré comme un enjeu profondément politique. Et parmi ceux et celles qui essayent de faire bouger les choses, il y a aussi des organismes, comme Endométriose Québec. L'association outille directement les soignants et fait un travail essentiel de sensibilisation auprès du grand public. C'est ce que nous explique sa fondatrice, Marie-Josée Thibert. On n'arrête pas là, de vraiment outiller au maximum, prévoir aussi des outils pour les professionnels de la santé. En attendant de vraiment pouvoir faire des présentations comme on le fait comme patiente partenaire, mais éventuellement vraiment avoir des trousses. Parce qu'on comprend aussi qu'un médecin généraliste, là, c'est un médecin généraliste. Puis la médecine, c'est large. Puis à la défense des médecins, le ventre, c'est complexe. Quelqu'un qui dit « j'ai mal au ventre », là, ça peut être des milliers de choses. Fait que, tu sais, justement, d'essayer d'être en conversation. Puis l'idée, c'est pas de se lancer la pierre là, entre les patientes, le réseau de la santé, le gouvernement. C'est de travailler ensemble pour trouver des solutions. Pour améliorer la prise en charge, le système de santé a besoin de travailler avec les personnes concernées. C'est exactement l'objectif de la démarche de partenariat avec les patientes et le public. Tiffany Clovin, qui travaille dans ce domaine, nous explique un peu plus en quoi ça consiste. Le partenariat, en fait, c'est un modèle de soins. Les éléments incontournables de l'approche du partenariat, c'est vraiment la reconnaissance, en fait, des savoirs expérientiels des personnes qui vivent avec la maladie et qui utilisent le système de santé et des services sociaux. C'est de reconnaître le rôle d'acteurs de soins donc on peut les appeler les usagers, les patients, les clients dans le cadre des services sociaux ou des personnes proches aidantes qui les accompagnent. Donc, qui ont, au même titre que les professionnels qui vont être autour de la table, qui ont des savoirs et ces savoirs-là, ils vont être complémentaires à ceux des professionnels. Vraiment, l'idée, c'est de les reconnaître comme acteurs de soins et comme des personnes à avoir autour de la table dans les décisions. Concrètement, ça veut dire une chose assez simple. Les personnes qui vivent avec une maladie, ainsi que leurs proches, ils ne sont pas juste des usagers du système de santé. C'est aussi des personnes qui ont développé une vraie expertise à partir de leur vécu. Une expertise qui complète celle des professionnels de la santé. Et cette expérience-là, elle peut servir à plusieurs endroits. Que ce soit dans les décisions de soins, dans la façon dont les services sont pensés, mais même dans la formation des futurs soignants-soignantes. Et puis ce modèle-là, donc, il part vraiment d'un modèle dans les soins, mais on va le répliquer à plusieurs niveaux. Ça va être de l'amener dans des réflexions dans la transformation du système de santé, dans l'amélioration continue des services, de la qualité, de les impliquer dans la pédagogie, dans la formation en fait, des futurs professionnels de santé. Il y a notamment à l'Université de Montréal, il y a des cours qui sont donnés en collaboration avec des patients, des personnes proches aidantes. Donc, c'est de s'appuyer sur ces savoirs expérientiels et d'amener ça en fait à tous les niveaux de réflexion. Si Tiffany, elle défend autant cette approche,
C'est parce qu'elle sait ce que ça veut dire qu'apprendre à naviguer dans le système de santé, d'acquérir une expertise au fil des épreuves et de transformer son expérience personnelle en savoir utile pour les autres. Quelquefois, moi, je vois ma maladie comme un cadeau, en fait, parce que ça m'a amené aujourd'hui, justement, à travailler dans le domaine du partenariat, qui je trouve est une approche extrêmement puissante dans la vision des soins, puis qui pour moi fait sens, qui répond à mes valeurs, qui m'amène dans un métier où je trouve du sens tous les jours à ce que je fais. Donc, c'est ce que j'aurais. Et je pense pas que je serais arrivée là si j'avais pas eu ce bagage de savoir expérientiel avec moi qui m'a amenée dans cet environnement de travail-là. Marie-Josée Thibert nous parle également de son expérience personnelle comme patiente partenaire. Des fois, c'est très, très concret. C'est de la révision d'outils qui s'adressent aux patients. Ça aussi, la vulgarisation de l'information. C'est pas obligé d'être compliqué. On n'a pas tout le même niveau de compréhension dans la lecture. Puis même quand on a un haut niveau de compréhension, on consulte tellement d'informations. Puis ça, c'est de l'information tellement sensible sur quelque chose. Fait que d'être réunis ensemble pour que nous, on ait notre mot à dire puis qu'on puisse participer à ces grands changements-là. Peu importe les projets avec les patients partenaires, je trouve ça extrêmement concret, pertinent. Moi-même, je sens une certaine responsabilité auprès de mes proches ou des personnes que je rencontre qui vivent avec la maladie, et surtout celles qui sont en processus de diagnostic. Avec ce balado, c'est un moyen pour moi de vous partager non seulement mon expérience acquise sur le terrain et avec les années, mais celle des soignants, soignantes et d'autres personnes atteintes par la maladie. Moi, j'aimais bien la métaphore je trouve que la maladie, c'est comme arriver dans un pays inconnu. Tu parles pas la langue, t'as aucune idée de où sont les villes, t'as pas la carte. Puis, si on fait bien les choses, tu devrais avoir en main une carte de ce qui se passe dans le pays. Tu pourrais avoir un guide avec toi qui te permet de comprendre c'est quoi les endroits importants où tu dois aller, qui tu dois rencontrer, qu'est-ce que tu dois visiter. Qui, lui ou elle, est une personne qui a déjà fait ce trajet-là, qui connaît déjà le pays. C'est pour ça que Marie-Josée Thibert, avec Endométriose Québec, aimerait mettre en place d'autres projets pour les personnes atteintes. C'est sûr qu'on aimerait, au-delà d'avoir un portail d'information, un mouvement de sensibilisation, une communauté de soutien en ligne, créer vraiment à terme là, qu'on ait vraiment des ambassadrices dans chacune des régions du Québec, que ces ambassadrices aient une certaine liberté aussi d'action pour organiser des activités. Parce que je pense que les gens ont besoin de connecter, les gens ont besoin de se rencontrer, puis il y a quelque chose de tellement puissant dans le fait d'être face à face avec quelqu'un qui a marché un peu dans tes souliers. Ça aussi, ça participe un peu à notre mieux-être, là, je pense. Faire profiter de la connaissance de la maladie entre patientes, c'est aussi le projet d'Alison Reynaud. Elle est atteinte d'endométriose et souhaite développer un réseau de soutien sur la santé des femmes. Donc en fait, il y a des maladies où plusieurs femmes vont avoir une ou deux de ces maladies, mais qui viennent toutes du même dénominateur commun on est dans quelque chose de gynécologique, on est dans quelque chose où on ne croit pas à la parole des femmes et on ne nous a pas appris à en parler non plus. Et donc, le premier volet avec ce réseau-là d'entraide, ça serait justement de créer des paires de mentors, mentorés entre patientes, peu importe en fait le type de maladie qu'elles ont, pour en fait accompagner dans la récupération de ce pouvoir d'agir-là. Donc déjà, il y a toute une partie qui est de l'écoute empathique, puisque souvent, on t'a nié pendant tellement longtemps que rien que le fait de t'écouter, de dire que, en fait, tu raison, puis tu légitime. En fait, en duo, je trouve que c'est intéressant parce que des fois, tu peux être un peu stressé de partager sur ta maladie. Tu sais pas ce que tu peux dire ou pas. J'aimerais bien développer une formation avec une université avec qui je suis en discussion, pour justement qu'il y ait ces outils-là de, comment est-ce que je documente ma maladie? Qu'est-ce que j'utilise? Quel est le type de langage? Des plans, en fait, de rendez-vous avec son médecin. Tout ce qui est savoir sur les maladies spécifiques, ça serait en partenariat avec des organisations qui travaillent déjà là-dessus, Endométriose Québec, Sans Fibrome ou autres. Donc en fait, l'idée, c'est pas de remplacer ce qu'elles font, mais moi, d'agir plus sur la partie ton pouvoir d'agir à toi, puis ta confiance. J'aimerais bien faire le pilote, à Montréal, mais après dans ma tête, c'est des mentors qui peuvent aussi être autonomes une fois qu'elles ont les outils et ces ressources en commun-là. Si ça peut être à Rimouski, ça peut être, à Percé, ça peut être, dans les Laurentides, je veux dire, l'idée, c'est que ça s'essaime puis qu'après, ces personnes-là soient aussi autonomes, quoi. Donc ça, c'est le volet un peu pouvoir d'agir. Le 2e, ça serait de travailler directement avec les soignants et les soignantes. Dans les échanges que j'ai pu avoir en commençant ce projet-là avec les médecins,
Puis on en parlait tout à l'heure, il y en a plein qui sont de bonne volonté, mais en fait, il y en a plein qui sont pas formés, sur le sujet. Et donc dans ce volet-là, il y aurait une communauté de pratiques, interprofessionnelle pour faire émerger les meilleures pratiques, si tu veux, qui sont déjà en place par rapport à l'endométriose ou à la gestion des fibromes ou autres, que ce soit pour les diagnostics ou pour les traitements. Ce qui va permettre en fait après de les faire remonter et de les diffuser. Tiffany nous explique pourquoi c'est si important que les patientes apprennent à comprendre leur maladie. J'étais toute seule chez moi avec ma douleur. La seule chose qu'on m'avait donnée, c'était des opioïdes, mais il fallait que je vive avec ça. C'est ça qu'on oublie, c'est que la maladie chronique, le temps qu'on passe en consultation, je pense que c'est à peu près 5 heures dans ton année. Donc toutes les autres heures, en fait, c'est toi à la maison qui gère tes soins, qui prend des décisions de soins, qui gère ta maladie. Donc si t'es pas, si tu es pas acteur de soins, si t'es pas habilité petit à petit à prendre ces décisions, parce qu'on peut t'aider à prendre des décisions, on peut t'aider à développer ces savoirs-là. C'est sûr qu'à un moment, tu vas te rendre là, en fait, à prendre en charge ton parcours et à te mettre au volant de ce trajet qui est le tien. Développer un savoir sur la maladie, ça se révèle donc essentiel. Mais évidemment, les patientes, elles peuvent pas se passer d'une prise en charge médicale. Et cette prise en charge, elle devrait idéalement rassembler au même endroit l'ensemble des soins dont elles ont besoin. C'est ce que nous explique la psychologue Marie-Andrée Lahaye, qui accompagne des personnes vivant avec des douleurs chroniques. Tout ce qui est les cliniques multidisciplinaires ou les cliniques de douleur ou avoir plus accès à des psychologues dans le domaine public, mais aussi plus de psychologues qui sont formés dans ce domaine-là, parce que ça demande quand même des psychologues qui s'y connaissent au niveau de la gestion de la douleur chronique ou la gestion de l'endométriose. L'idée, c'est pas de tout faire disparaître avec la douleur chronique, mais plutôt de trouver des façons de la gérer pour continuer à vivre le mieux possible. Et les cliniques multidisciplinaires, elles peuvent jouer un rôle là-dedans. À Montréal, Endokers est une clinique de ce type qui a ouvert au Centre universitaire de santé McGill en 2023. Par contre, cette clinique, elle s'adresse uniquement aux formes les plus sévères de la maladie. Et pour y avoir accès, il faut déjà avoir un diagnostic confirmé par une échographie, un IRM ou par une chirurgie. Et d'ailleurs, même si on a fait plusieurs demandes d'entrevue, on n'a jamais réussi à parler directement avec la clinique. Si autant de patientes et de spécialistes réclament la création de centres multidisciplinaires comme celui-là, c'est parce que l'endométriose est une maladie qui exige une prise en charge globale. C'est aussi le constat du médecin et chercheur Matthew Leonardi, qui écrivait en 2020 dans le journal d'obstétrique et de gynécologie du Canada « Ignoré parce que bénigne, il est temps de traiter l'endométriose comme si c'était un cancer ». Et ce parallèle avec le cancer, Maria Araouz l'a vécu très concrètement. Moi, j'ai eu un cancer du sein et j'ai été traitée ici au Québec pour ça et dans un centre spécialisé dans ça avec des professionnels de différentes disciplines et j'aimerais voir ça pour l'endométriose. Donc, je peux dire que j'ai souffert plus de l'endométriose que du cancer. Donc, même si l'endométriose ne tue pas, ça peut tuer la qualité de vie et je pense qu'on mérite des soins de qualité comme pour d'autres maladies et donc c'est ce que j'aimerais faire entendre aujourd'hui. Dans le premier épisode, le docteur Matthew Leonardi nous expliquait que, selon lui, si on se limite aux hormones et à la chirurgie, on passe à côté de la réalité de l'endométriose. On ne peut pas se contenter des hormones et de la chirurgie. On doit voir plus loin. Il s'agit malheureusement d'une maladie chronique et à l'heure actuelle incurable. On doit donc adopter une approche qui englobe tout le parcours de vie et prendre cette maladie beaucoup plus au sérieux que ce qu'on fait actuellement. Ce n'est pas un cancer, ce qui est une bonne chose, mais la maladie se comporte à bien des égards comme le cancer et a un impact tout aussi important. Sans vouloir minimiser l'expérience des patients atteints de cancer, il s'agit d'une maladie chronique qui commence à l'adolescence et qui dure toute la vie. L'impact est tellement énorme que si nous ne commençons pas à y réfléchir plus sérieusement, comme pour le cancer et les maladies cardiovasculaires, ça restera toujours sous le tapis. Former les soignants à mieux diagnostiquer et accompagner les patientes, c'est essentiel, surtout dans les régions éloignées. Le docteur Leonardi, il insiste sur l'importance que tous les gynécologues apprennent à utiliser l'échographie diagnostique. Et selon lui, cette pratique, elle permettrait une relation plus humaine et des soins mieux adaptés.
Le terme sonologue est encore peu connu au Canada et même en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, les médecins qui traitent les patients et les patientes, qu'on appelle les gynécologues, ne pratiquent généralement pas eux-mêmes les échographies. Les patientes sont envoyées dans une clinique d'échographie où travaillent des échographistes, puis un radiologue se charge de l'interprétation. Mais un clinicien qui pratique l'échographie serait appelé un sonologue, car il peut réaliser l'examen et l'interpréter au même moment. Donc pour moi, lors d'une journée de consultation, je connais déjà la patiente avant de commencer l'échographie. Pendant que je réalise l'échographie, je discute avec la patiente, je lui pose des questions. Je recueille ses impressions en temps réel sur la façon dont elle ressent la sonde à tel ou tel endroit lorsque j'appuie. Et dès qu'on reçoit les résultats, on peut en discuter ensemble immédiatement. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle dit pas seulement oui ou non à la présence de la maladie, mais elle permet de cartographier l'endométriose en sachant quels organes sont touchés, à quel stade et avec quelle gravité. Comme pour un cancer, ce n'est pas juste avoir un diagnostic qui compte, mais c'est de comprendre l'étendue de la maladie pour mieux planifier les soins. Et c'est pour ça que le Dr Leonardi y forme de plus en plus de médecins au Canada. À Montréal, par exemple, une de ses anciennes élèves, la Dr Melissa Marianne, est aujourd'hui chirurgienne et échographiste spécialisée dans l'endométriose. Mais l'échographie, c'est pas la seule piste. Avec son équipe de l'université McMaster, il travaille aussi sur un test sanguin appelé Endomir, en collaboration avec une start-up issue de son université qui s'appelle Affinia. Ils ont déjà levé 5 millions de dollars en 2025 pour le développer. L'objectif ? Proposer une méthode de diagnostic accessible partout, même dans les régions rurales où l'accès à une échographie spécialisée est plus compliqué. Le test Ziwig, le test Endomir, il existe aussi un test en Australie et plusieurs autres tests de biomarqueurs qui voient le jour à travers le monde. Je pense qu'on peut être très enthousiaste à l'idée d'avoir plus d'options dans l'algorithme de diagnostic qui peuvent être appliquées différemment à différentes personnes en fonction de la ville. Une analyse sanguine peut être très facile à réaliser si vous vivez dans une région rurale du Québec ou de l'Ontario, par opposition à aller faire une échographie dans un grand centre hospitalier en ville. Selon le Dr Leonardi, les biomarqueurs et l'imagerie, ils vont pouvoir considérablement augmenter le nombre de diagnostics. Mais quand on entend ça, forcément on se demande, si davantage de personnes obtiennent des diagnostics, est-ce que notre système de santé, qui est déjà surchargé, est prêt à les prendre en charge ? Est-ce qu'on va pas se retrouver face à un mur ? Mais ce mur, on le connaît déjà, et on le voit régulièrement dans les médias. Le système de santé au Québec, il a du mal à absorber la demande. On peut prendre pour exemple le cancer du sein. La Société canadienne du cancer a recommandé d'abaisser l'âge de dépistage à 40 ans pour les femmes à risque moyen. Et plusieurs provinces l'ont déjà fait, comme l'Ontario, les provinces maritimes et la Colombie-Britannique. Mais pas le Québec, qui a refusé par manque de ressources pour absorber la demande. Alors, on peut facilement imaginer ce qui se passerait si demain, des milliers de personnes recevaient enfin un diagnostic d'endométriose et réclamaient des soins spécialisés. Un système de santé qui n'est pas prêt, c'est aussi le risque de voir les malades se tourner vers des alternatives qui sont peu fiables, voire néfastes, même si certaines approches complémentaires peuvent aider et que les professionnels de la santé peuvent en recommander. Vivre avec une maladie comme l'endométriose ou une maladie chronique rend plus vulnérable aux dérives que ces pratiques peuvent entraîner, comme nous l'explique la fondatrice d'Endométriose Québec, Marie-Josée Thibert. Partout où il y a des vides, mais il y a des gens qui prennent... Tu sais, on le voit, moi, ça m'attriste un peu dans les dernières années, puis je ne veux pas nommer d'entreprise, mais il y a comme un marketing qui se crée là, autour de l'endométriose, là, puis ça, je trouve ça dangereux aussi parce que, tu sais, un programme qui va faire en sorte que, puis une machine ou, tu sais, un objet, un appareil qui, je veux dire, tant mieux si ça allège la situation, tant mieux si ça aide, mais au-delà de l'expérience physiologique de vivre la maladie, il y a plein de choses qui s'ajoutent à ça. Ça résonne beaucoup avec ce que j'ai moi-même expérimenté. Je crois beaucoup à l'idée d'une complémentarité entre les traitements médicaux et les méthodes alternatives. Évidemment, pas celles qui promettent des miracles, mais celles qui, mises bout à bout, peuvent te soulager, au moins en partie. Moi aussi, j'ai déjà essayé 1000 choses différentes au fil des années. Et j'en parlais justement avec mon amie Charlène qui s'en souvient. Je te revois déjà avec tes patchs là. Ouais, électriques. Oh là là, j'avais quand tu travaillais genre comme barista là, je te voyais, j'étais genre ok. Tu sais, plein de trucs en fait on essaye et puis tu prends un peu de... Ouais, puis ça coûte cher hein.
J'ai investi dans un genre d'appareil qui envoie des petites, des vibrations avec des patchs électromagnétiques, qui sont reliés à une machine, puis ça fait de la vibration, tu peux la mettre sur ton bas du ventre. Je pense que cet appareil, je l'ai payé $200. Faut racheter des patchs autocollants, faut racheter des petits capteurs de temps en temps. Tu peux le mettre dans le bas du dos aussi, donc ça soulage. Mais j'ai essayé tellement de trucs. Et je pense que la facture que j'ai payée des 10 dernières années à essayer des trucs partout, ça coûte cher. Mais il n'existe pas de remède miracle. Mais tu vois, c'est ça, même tu me parlais d'un groupe d'endométriose, tu sais, d'aller voir un peu genre le témoignage de certaines femmes, de te voir toi, tu sais, qu'est-ce que tu utilises comme méthode. Au fil des années, j'ai essayé beaucoup de choses. Des machines anti-crampes, des huiles essentielles, des tisanes, des compléments alimentaires et j'en passe. Évidemment, rien de tout ça soigne l'endométriose. Mais à force d'essais, j'ai fini par comprendre ce qui, dans mon cas, m'aidait vraiment. Le yoga et le pilates, ça a été super important pour moi. Ça m'a permis de renforcer ma ceinture abdominale, de gagner en souplesse au niveau des hanches. Et pendant les crises, j'avais l'impression de mieux tolérer les crampes. L'alimentation a aussi joué un rôle. J'ai mis en place une routine à visée anti-inflammatoire, quelques jours avant mes règles et pendant la semaine de mes règles. Évidemment, je suis pas parfaite. Je fais des écarts comme tout le monde. Mais je vais être très claire sur ce point-là. Ces changements, je les ai pas faits seule. Ils ont été mis en place avec l'accompagnement d'une nutritionniste dans un cadre sérieux, adapté à ma réalité. Parce que sans encadrement, on peut vite tomber dans la désinformation ou se faire croire que tout repose sur nous. Avec le temps, j'ai aussi appris à quel point le stress, ça a influencé mes douleurs. J'apprends encore à m'apaiser, à écouter mon corps, à respecter mon cycle, ses différentes phases et surtout à adapter mon rythme quand c'est nécessaire. Maintenant, ça va faire presque 10 ans que j'intègre ces approches-là dans mon quotidien. Et aujourd'hui, même sans pilule contraceptive pour bloquer mes menstruations, mes douleurs, elles sont beaucoup plus faibles. Concrètement, là où mes douleurs, elles étaient autour de 8 sur 10 à l'adolescence et dans ma vingtaine, aujourd'hui, je pourrais dire qu'elles sont autour de 3 ou 4. Mais tout ça, ça demande une certaine discipline. Et honnêtement, parfois, je trouve ça épuisant mentalement de devoir toujours être attentive à tout ça. Évidemment, j'en ai parlé avec ma gynécologue. Et elle m'a confirmé qu'elle connaissait ces approches et qu'elle avait vu des données sérieuses à ce sujet. J'ai ressenti un vrai soulagement. En janvier 2026 d'ailleurs, la nutritionniste diététicienne spécialisée Céline Saloumi a d'ailleurs publié un livre qui s'appelle Endométriose, alimentation et mode de vie, dans lequel elle déconstruit plusieurs mythes alimentaires autour de la maladie et met en garde contre la désinformation. Je suis aussi consciente d'une chose, c'est que j'ai été privilégiée. Et même quand on a cette chance-là, ça fonctionne pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes où seule une prise en charge médicale spécialisée peut réellement les aider. Dans mon parcours, j'ai aussi eu la chance de ne jamais tomber sur des personnes qui tenteraient de profiter de ma douleur. Mais c'est un risque qui est bien réel, parce que l'industrie du bien-être peut parfois exploiter la vulnérabilité des personnes qui sont malades. C'est con, mais maintenant sur les réseaux sociaux, je trouve quelqu'un qui a le syndrome de l'intestin irritable et de l'endométriose, puis je vais regarder les recettes qu'elle fait, mais je suis comme, il faut que j'aille chercher moi-même partout, sur les réseaux, tu sais, une chance qu'on a accès facilement à l'information, tout ça, mais que de moi, je fasse, tu sais, genre ce processus-là, qui est hyper compliqué, parce que finalement, c'est peut-être une personne qui n'a pas la même chose que moi, et que comme j'ai pas de diagnostic, je sais pas exactement ce que j'ai, tout est un peu flou, et donc tu sais pas réellement quoi faire, mais t'essayes, en fait, c'est du essai-erreur beaucoup. Et le temps passe aussi, tu sais, je vais avoir 30 ans, et je me dis, j'ai pas envie que ce soit comme ça, tout le temps, pendant les prochaines années. On l'a vu par exemple avec le cas d'Alexandra Ferron, une enseignante de yoga de Sherbrooke, qui est poursuivie pour pratique illégale de la médecine par le Collège des médecins. Elle proposait un programme de $2500 pour 12 semaines, intitulé « Fertilité magique et émotion », laissant croire qu'elle pouvait poser des diagnostics et proposer des traitements médicaux présentés comme une alternative naturelle à la chirurgie et aux médicaments. Attention évidemment, je blâmerai jamais les personnes qui sont tournées vers des alternatives de ce type, parce que je sais trop bien ce que c'est, quand le système de santé il propose rien qui te soulage et que tu te sens pas écouté par ceux qui devraient te soigner. Forcément, on va chercher ailleurs et t'as envie de penser que quelqu'un a une solution pour toi. Et je suis pas la seule à m'indigner de ces dérives. Alison Reynaud, elle nous en a parlé aussi. Moi, un des trucs qui me fâche beaucoup, c'est que déjà, les femmes, on est la seule catégorie de population où on ne dit pas qu'on va mettre de l'argent dans la recherche, mais on te dit, mais on va mettre de l'argent dans les trucs privés pour que tu ailles boire des jus détox et puis que tu ailles faire ton yoga matinal. Dire, moi, c'est une aberration. Je trouve qu'on devrait avoir un accès équitable et égal aux soins, déjà, premièrement. Deuxièmement,
Tu sais, il y a plein de médecines alternatives que je peux nommer, puis je veux pas en viser une en particulier, mais il y en a qui vont avoir des bonnes intentions, mais en fait qui te dirigent dans quelque chose où ils vont te faire croire que la médecine traditionnelle, comme elle t'a pas aidé, c'est de la merde. Et qu'en fait, tu peux pas y retourner. Donc, il faut que tu ailles boire des teintures de passiflore, que tu boives des lattés au lait doré parce que le curcuma, c'est un anti-inflammatoire, et qu'il faut que tu manges tant de grammes de curcuma par jour. À quel moment est-ce que le curcuma, ça t'a enlevé un fibrome de 5 cm ou un kyste? Moi, j'ai jamais vu. À partir du moment où quelqu'un vous dit que ça va vous guérir, en fait, fuyez. Parce qu'il y a une dérive aussi qui se nourrit de... oui, le mot vulnérabilité qu'on a dit tantôt, c'est le bon mot. Parce que justement, tu n'as plus d'options. Tu as des choses qui vont t'aider à gérer la douleur. Mais c'est là où le discours, il doit être très clair de « moi, je vais pouvoir vous aider à gérer telle douleur ou tel symptôme, mais ça ne va pas vous guérir. » Pour éviter ces dérives, il va falloir que le système il soit prêt, que toutes les personnes qui en ont besoin puissent recevoir le suivi adéquat. Il va falloir de gros changements. Et pour ça, il faut des moyens, des investissements et surtout une volonté politique, comme l'explique Marie-Josée Thibert d'Endométriose Québec. Tous les grands changements qui ont eu lieu, je regarde en Australie, en France, les plans d'action qui ont été adoptés, l'argent qui a été investi en recherche, tout l'avancement de la cause, ça ne s'est pas fait seulement parce qu'un politicien s'y est intéressé, seulement parce que des médecins et des chercheurs. C'est des collectifs et les chercheurs le disent, on a besoin des patientes pour tout le côté humain. Marie-Josée Thibert, elle nous rappelle une chose essentielle. Les luttes pour la prise en charge des maladies dites féminines sont interconnectées. Endométriose, SOPK, fibrome utérin, ce sont des réalités différentes, mais elles nécessitent toutes qu'on reconnaisse les besoins en matière de santé des femmes. De se réunir entre organismes qui ont à cœur la santé des femmes, qui ont à cœur la santé des personnes atteintes de SOPK, de fibrome utérin, d'endométriose, je pense qu'éventuellement, ça pourrait aussi être une bonne approche parce qu'on se bat toutes pour la même chose. Des soins plus uniformes, une prise en charge globale. On l'a donc bien compris, les avancées, elles viennent jamais d'un seul endroit. Ni d'un politicien, ni seulement des médecins, ni seulement des chercheurs. C'est toujours une mobilisation collective qui implique à la fois les patientes, les associations de patients, le corps médical, la recherche publique et privée, pour forcer les choses à bouger. Dans le dernier épisode, on va justement sortir du Québec pour voir ce qui a poussé des pays comme la France et l'Australie à se doter de plans nationaux de lutte contre l'endométriose. Donc, il y a vraiment toute une prise en charge globale qui permet de bien prendre en charge la maladie et qui n'existe pas encore au Québec. Quand on voit un ministre de la Santé australien qui est ému et qui est dépassé de ce qu'il entend, on comprend qu'il faut avoir des organismes comme Endométriose Québec. On explorera aussi comment ici, au Québec et au Canada, de telles initiatives, elles pourraient voir le jour. Parce que si ailleurs on a décidé d'agir, pourquoi pas chez nous? Je pense que le Québec étant une société assez féministe, rien de parfait, mais on est quand même beaucoup plus avancé qu'ailleurs. D'aider les femmes à faire face à ce problème-là, avec comme but ultime, encore une fois, de réduire l'inégalité en matière de genre. Ce balado est une production Alatra Média. À la production et à la narration, Lia Ferranti. Réalisé par Aimé Majot-Beauchamp, avec la collaboration journalistique et scénaristique d'Aurélia Crémou et Alexia Boyer. Merci à l'équipe d'Alatra Média et à Angélique Labadie. Merci aussi à l'équipe de Pivot, notre diffuseur officiel, et à notre partenaire Iris et Arlo. Et pour finir, un merci spécial à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner.